Voilà, Johnson Ishara, c'est lui notre invité de ce matin. Il devient déjà un habitué de l'émission, de nos antennes. Il s'appelle Johnson Ishara Boutaragaza, coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente d'IGEC RDC ASBL, chercheur en gouvernance sécuritaire, la DIGENEC RDC sur les questions de bonne gouvernance, des droits humains, éducation et paix. Il a aussi... Mais pourquoi vous n'avez pas mentionné votre formation politique, LGD? Ouais, je commence d'abord par dire bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis également cadre du LGD avec mon statut de membre fondateur, donc je joue au même moment le rôle de conseiller spécial auprès du président national du parti, l'honorable Mata Tamponi. Voilà, vous êtes là, ici à Kinshasa. Hier, on a suivi les trésors américains qui a sanctionné les personnalités du M23, Laurence Kanyuka et James Kabarebe. C'est déjà les débuts des sanctions. Oui, c'est le début des sanctions. Et encore que, je pense que les États-Unis, c'est parmi les pays les plus informés par rapport à ce qui se passe dans cette région. Et sanctionner les deux personnes, est-ce que ça va limiter les dégâts par rapport à ce qu'on est en train de voir sur terrain? Est-ce que c'est de ça exactement que la diplomatie congolaise attendait comme réaction? Bon, ça reste encore à désirer, mais quand même, c'est un pas qui a été franchi. Je préfère que dans ces relations internationales, qu'on soit de plus en plus honnête envers le partenaire international. Je pense aujourd'hui que la RDC, on sent quand même qu'il est en train d'être isolé petit à petit du point de vue diplomatique parce que les cris sont là, les preuves sont là, le peuple continue à souffrir, les drames est connu de tout le monde, mais on sent quand même qu'il y a des réticences au sein de grandes puissances qui devraient prendre les choses au sérieux. La France qui a crié déjà au même moment avant que Bukavu ne tombe, le président français a annoncé que voilà, il demande aux forces armées du Rwanda de ne pas entrer à Bukavu et de se retirer. Nous y avons cru jusqu'au moment où on a senti que c'était faux. Et pourtant, c'était une confirmation de la France. Donc on sent quand même qu'il y a... on est en train de partir dans une loterie diplomatique, communicationnelle. Loterie diplomatique, mais lorsque les États-Unis sanctionnent, c'est que les cris ont été entendus. Oui, aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui des enjeux internationaux par rapport à la question de paix, c'est difficile même si vous êtes à Groenland, c'est difficile de ne pas parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Parce que nous avons maintenant 4 grandes crises. Aujourd'hui, la crise entre la Russie et l'Ukraine, la crise entre l'Israël et la Palestine, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Nous avons maintenant la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc nous avons 4 grandes crises. Et maintenant, quelle est l'attitude des uns des autres par rapport au traitement de chaque crise? C'est là que ça pose problème. On voit quand même que par rapport à ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine, les grandes puissances sont en fond dans le dossier. Le couloir humanitaire, quand ils disent que le couloir humanitaire doit être ouvert, ça s'est fait immédiatement. Quand on demande déjà qu'il y a des prisonniers, des otages qui doivent être libérés, on sent que les pressions sont faites et ils obtiennent ça. En République démocratique du Congo, on sent quand même, les cris sont là. Madame la ministre des Affaires étrangères, elle arrive quand même à jouer toutes ses cartes diplomatiques. Je suivais également le vice-ministre de la Défense, M. Sami Adoubango, qui a refusé dans une grande réunion comme ça de ministres de Défense de la région. Il a tapé sur la table, il a refusé de cautionner l'hypocrisie régionale. Donc on sent quand même qu'il y a certains acteurs politiques qui sont en train de donner ce qu'ils peuvent au sein de la diplomatie. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est la réaction. Quel est le feedback? Est-ce que le feedback est proportionnel à ce que nous envoyons comme message? Parce que dans les relations internationales, c'est bien bon de prendre une position, mais il est toujours dit qu'une action posée devrait recevoir une réciprocité en termes de proportionnalité. Mais on sent quand même que ça ne marchait pas de la manière dont on le veut. Voilà, ça ne marche pas, mais
Aujourd'hui, s'il y a sanction, le Rwanda pourrait se retirer de toutes les positions occupées en République démocratique du Congo. Bon, en tout cas, notre souhait, c'est que le Rwanda se retire, c'est ce qu'on veut, que toutes les zones soient contrôlées par le pouvoir établi. Et encore que, je pense que à tous les niveaux, il y a un chantier maintenant qu'on a recréé dans cette histoire. Le chantier sur lequel il faudra qu'on travaille, c'est encore une fois la réconciliation. Parce que c'est bien bon que le politique pense que voilà, les militaires vont rentrer chez eux, voilà, on va continuer à contrôler. Mais au sein des communautés, nous avons fait peut-être 1000 pas en arrière. Parce qu'il y a des communautés aujourd'hui qui sont très frustrées. Il y a des habitants de telles localités qui sont restés dans certaines localités quand l'ennemi a pris le contrôle et ne sont pas sortis, qui se sont retrouvés innocemment en conflit avec les autres habitants qui sont partis vivre dans les camps, et en rentrant, ils se traitent comme si vous étiez des complices, vous avez fait ça. Donc il y a une dimension également de la réconciliation qui doit se faire, et ce n'est pas facile, c'est tout un chantier, donc un travail de maintien de la paix. Comme je vous ai dit, notre organisation, nous avons suffisamment travaillé sur des questions de résolution de conflits au Nord Kivu, mais là entre nous, je crois hier même, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui a travaillé longuement avec la MONUSCO, mais on a l'impression que tout le travail qui a été fait venait d'être jeté en pâture, et il faut encore reprendre. Donc il y a ce travail-là. Mais, et puis du point de vue économique, c'est beaucoup de choses au même moment. Déjà, une société brassicole, par exemple la Braliment, qui a été dévastée à Bukavu. Déjà, une seule société qui avait la possibilité de verser dans les caisses de l'État, seulement pour la province, et pouvait mettre par mois des recettes de 1 million de dollars. Au niveau de la caisse nationale, pouvait mettre 5 millions de dollars. Mais cette société aujourd'hui est par terre. Combien de chômeurs qu'on vient de créer? Beaucoup de commerçants, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, dont le pillage a pris tout sur son passage. Et encore que ces commerçants utilisent souvent des fonds de banque. Alors, les banques d'abord sont fermées là-bas, et ces commerçants, les taux d'intérêt vont continuer. Je vis ce que Poutine a fait quand la Russie préparait une guerre avec l'Ukraine. La première personne que Poutine a convoquée dans une réunion, c'était les opérateurs économiques. Et c'était quoi la question? Poutine les a dit, comment nous pouvons mener cette guerre tout en maintenant notre économie? Et ils ont proposé des schémas jusqu'à ce qu'il est arrivé à mettre, et il a répondu aux opérateurs économiques, nous allons mettre ces fonds-là, c'était en termes de milliards de dollars à votre disposition pour que les risques ne manquent rien, même quand on va déclencher la guerre, parce qu'il avait déjà une expérience avec un autre isolement que la Russie avait subi, et ça coûtait énormément. Mais aujourd'hui maintenant, quel est le plan de riposte que nous avons face à l'économie? Ça pose problème. Récemment, j'étais là, je vous ai parlé également. Même retirer l'argent, c'est un problème. Accès aux banques, c'est un problème. Oui, c'est bien de fermer le banque. Mais quel est le plan des ripostes? Parce qu'il faut le proposer au peuple congolais. Tous ces opérateurs économiques, dont leurs marchandises aujourd'hui, ils sont tombés en faillite, comment ils vont se relancer? Parce que ils employaient également d'autres Congolais. Comment ils vont se relancer? Donc, il y a beaucoup de questions qui doivent être sur la table, mais aussi toutes les crises politiques qui sont venues juste après les élections de décembre 2023. Donc, il y a eu beaucoup de crises qui se sont créées au pays, et toutes ces frustrations, s'il faut maintenant qu'on puisse répartir sur les nouvelles bases, il y a un travail de fond qui doit se faire. Et ce n'est pas seulement le départ, je ne sais pas, de tels contingents, de tels militaires, pour que les histoires reviennent. Je pense que la fois passée, quand je suis passé, je vous ai dit, la ville de Goma représente aujourd'hui, c'est comme le cœur du Congo. Donc, la résistance, si vous remarquez très bien, pour que Goma soit touché, il a fallu 3 ans à l'ennemi de Bunagana jusqu'à Goma. Pratiquement, c'est la même distance. Quand vous quittez Bunagana jusqu'à Goma, c'est la même distance de Goma jusqu'à Bukavu. Mais là, vous avez maintenant Bukavu. Après Goma, ça chute. Dans moins d'une semaine, Bukavu était tombé. Tout simplement parce que le cœur du Congo, la ville de Goma, qui est la capitale aujourd'hui de la grande diplomatie internationale, était tombée sous le contrôle, et la grande résistance était là.
quel sera le sort pour maintenant cette autre marche qui est en cours? Donc, c'est bien, au niveau de l'international, il y a ces actions-là qui doivent être menées, mais je pense que le mieux, moi je me sentirai très à l'aise quand le président de la République va accepter de sortir de sa zone de confort pour amorcer d'autres démarches internes. Parce que je reste convaincu que les Congolais peuvent trouver eux-mêmes des solutions à ces problèmes. Alors maintenant, aujourd'hui, tel que vous aviez dit, Goma, Bukavu, la situation sécuritaire qui est là, qui continue beaucoup plus à inquiéter. Ma question, c'était celle de savoir, aujourd'hui, s'il y a des sanctions et que la communauté internationale demande au Rwanda de retirer ses troupes, va-t-il les exécuter ou pas? Selon l'analyse ou selon les réalités sur le terrain, parce qu'ils ont occupé beaucoup de terres. Oui, mais ce que également, on doit également se dire entre nous, ce qu'il n'y a jamais eu une prison pour un État. Donc un État est libre de dire oui j'accepte, non je n'accepte pas. Ça risque d'être juste déclaratoire. Oui, ça peut être des déclarations, mais sans des faits immédiats. Nous avons vu tous ces classés DAO a demandé, par exemple au Burkina Faso, le Burkina Faso a dit non. Et après, non, ils ont tenté d'isoler, mais le Burkina Faso continue à vivre. Donc, ça dépend également de l'interlocuteur et la bonne volonté de l'interlocuteur. Parce que si la bonne volonté est là du côté des États-Unis, au-delà de petites sanctions, non, je pense qu'eux savent sur quel point il faut appuyer. Et c'est, voilà, au lieu de perdre beaucoup de temps, il faut appuyer sur ce point-là. Parce qu'en 2012, en 2012, ce qui s'est passé, c'est que Goma est tombé pendant 10 jours. Je pense que c'est ce que l'honorable président du LGD, Matata Mponyo, a essayé d'expliquer sur TV5 en disant, bien entendu, il fallait déclencher au même moment les fronts diplomatiques, il fallait déclencher le front militaire, il fallait également déclencher le front économique. Les fronts économiques, c'est de se rassurer si tous ceux qui sont concentrés sur la question de la guerre ont le nécessaire à leur disposition. Le front diplomatique, il fallait maintenant bousculer tous ces salons politiques pour leur dire ça ne va pas, il faut prendre des décisions. Et c'est par téléphone que M23 avait quitté Goma. Bon, mais pourquoi aujourd'hui ils ne sortent pas? Au lieu de sortir, ils sont en train d'avancer. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Pourquoi les États-Unis ne veulent pas appuyer sur les véritables boutons? C'est quoi, selon vous, les véritables boutons? Sanctionner Kagame? Parce que dès lors que déjà on sanctionne son bras droit, James Kabarebe, si vous suivez l'histoire, James Kabarebe, c'est lui qui a été ici en 1997 pour renverser Mobutu, il a fait vraiment un long parcours. C'est les cœurs même du Rwanda. Oui, la bonne question c'est de savoir, si on sanctionnait Kabarebe, entre nous, ça change quoi dans les narratifs de cette histoire? Oui, mais on peut dire que ça va réduire l'engagement. Oui, c'est lui qui sert. Mais entre-temps, il peut dire, on sanctionne parce qu'on gèle désormais ce fonds aux États-Unis. Bon, qui est-ce qui dit que c'est seulement là où il y a des fonds? Donc, moi, je pense que tout ça, c'est bon de le dire. Mais le problème, il est très profond. Et il faut l'attaquer. J'ai suivi ce que la CENCO a dit par rapport aux sanctions. La CENCO estime que ça ne sert à rien, toutes ces sanctions-là, c'est pour distraire. Moi, je fais également partie de ceux qui pensent comme ça. Aujourd'hui, le problème n'est pas de cibler des individus, on te sanctionne. On connaît les véritables problèmes. On connaît, parce que les rapports des experts des Nations Unies ont été partagés. Voilà, je vois la Belgique qui a pris une position au moins très ouverte par rapport à cette question, en refusant d'apporter désormais son aide au niveau du Rwanda, l'Union européenne qui s'active également. Donc, il y a de ces niveaux-là, si vous savez que si nous continuons, par exemple, à permettre à ce que ce pays puisse mobiliser tous les moyens nécessaires pour continuer à déstabiliser un pays voisin, ça pose problème. La deuxième dimension, maintenant, c'est au niveau interne. Au niveau interne, je pense qu'il y a un sérieux problème. Il suffit seulement d'observer l'attitude qu'a adopté les acteurs politiques congolais. On a l'impression qu'enfin, on a maintenant une classe politique où à plus de 90%, c'était que des lâches. Moi, c'est la première fois de voir quand même que le pays tombe dans une turbulence comme celle-ci et les gens préfèrent observer. Tout le monde est devenu observateur.
je pense que j'ai l'habitude de suivre Télé 50. Mais quand il y a des questions, qui va être ministre, quelle entreprise va appartenir à tel parti, je vois comment Télé 50 est surchargé avec des appels, nous voulons intervenir. Mais aujourd'hui, maintenant le pays est en danger. Pourquoi on ne sent pas cette mobilisation? Donc il y a un sérieux problème à l'interne. Et moi je reste convaincu qu'on peut sanctionner le Rwanda. Mais il faut d'abord qu'on arrive à résoudre le problème congolais. Parce que la manière dont l'ennemi est en train d'avancer sur les lignes de front, ça doit inquiéter plus d'un Congolais. Et il y avait une urgence, comme j'étais en train de le dire, que le président de la République, je pense au-delà de tous ces appels par-ci par-là, on a vu également les limites de toutes ces organisations régionales dans lesquelles nous avons adhéré. Je confirme ici que moi, d'abord, dès le départ, connaissant bien l'histoire de la région des Grands Lacs et la position aujourd'hui que la République démocratique du Congo occupe, j'étais de ceux qui pensaient que ça ne valait pas la peine à cette époque-là d'adhérer dans l'EAC. Et aujourd'hui, on a vu les limites de notre participation dans ces organisations régionales. Mais non, si ça ne marchait pas de ce côté, qu'est-ce que nous pouvons amorcer à l'interne? C'est par là que j'aurais bien voulu que le chef de l'État se concentre. Où sont partis nos experts militaires? Les généraux congolais sont où? Où sont parties toutes les intelligences pour dire voilà le pays va mal? Si ces intelligences restent en berne, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et qui doit décanter ça? Le commandant qui est le garant de la nation. C'est lui encore qui doit faire encore le premier pas. Parce que moi je ne comprends pas, par exemple, quand il y a eu la nomination de Mme Souminoa comme première ministre, merci encore une fois, vous m'avez donné ce privilège d'être invité ici et dire qu'est-ce que j'en pensais. Je vous avais partagé mes craintes. Et aujourd'hui, toutes ces craintes sont en train d'être confirmées. Parce que dans une situation de guerre, on a l'impression que Madame la Première ministre est quasi absente. Quand le chef de l'État peut être concentré sur certaines questions, la Première ministre devrait être concentrée pour mobiliser les troupes. Mais aujourd'hui, on a l'impression que même les troupes gouvernementales sont en débandade. On ne comprend pas ce qui se passe exactement. Dans une situation pareille, par exemple, je ne comprends pas comment quelqu'un qui a été directeur des cabinets du chef de l'État, dont on a compris aussi les limites dans l'apport de la gestion de la présidence, le pays est dans une forte crise. La même personne vient d'être reconduite comme conseiller spécial en matière de sécurité. On ne comprend pas. On ne comprend pas, parce que même quand vous allez voir le background, ça ne rassure pas par rapport au bagage, au background qu'il devrait avoir par rapport à ces grands postes prestigieux. Alors, je pense que le grand problème, il est à ce niveau-là. Il y a un problème de gouvernance sécuritaire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Parce que je rappelle ici que les choses vont très mal. Bukavu, Kamanyola, c'est un endroit très stratégique dans la province du Sud-Kivu parce que, enfin, c'est comme une entité qui semble toucher deux pays au même moment, le Rwanda et le Burundi. Et puis, c'est là où il y a eu une bataille farouche à l'époque de Musée. Kamanyola est devenu célèbre grâce à cette bataille farouche qui a eu lieu là-bas. Mais aujourd'hui, on a senti quand même que la résistance qu'on pensait n'était pas là. Quand on voit Uvira, c'est un poste frontalier avec le Burundi. Ça touche au même moment le Burundi. Vous n'êtes pas très loin d'un poste frontalier avec le Rwanda. Et puis, Uvira a un accès sur les lacs Tanganyika. Donc, quand même, tous ceux qui connaissent la géographie de notre pays devraient dire que la menace devient de plus en plus forte. Et face à une menace très forte, je réitère encore ce que je pense et à quoi je crois. Les chefs de l'État devraient prendre des décisions très courageuses pendant cette période. Entre autres, moi je ne serais pas surpris, par exemple, qui décide enfin de dissoudre l'Assemblée nationale, le Sénat. Est-ce que dissoudre ou bien demander juste une pause? Pause, c'est-à-dire état d'urgence? Oui, mais dans cet état d'urgence, c'est-à-dire que les institutions, elles sont maintenant à côté. Oui, mais état d'urgence ou état des sièges, il peut le faire parce que la Constitution le lui permet. La Constitution lui permet de déclarer l'état des sièges comme l'état d'urgence, mais moi je pense que tout ce qu'il y a eu comme frustration, et surtout que l'Assemblée nationale, on ne sent pas la mobilisation de l'Assemblée nationale pendant cette période. Je vous ai donné ne fût-ce qu'une petite preuve. Quand il fallait siéger d'une manière extraordinaire sur comment concentrer les efforts sur la question de la guerre,
les députés n'ont pas accepté que les trains de vie de leur institution soient réduits. Donc ça prouve quand même qu'on a une assemblée dont on attend beaucoup d'elle, mais qui n'arrive pas à se rendre compte de ce qui doit se faire. Alors vous ne voyez pas que dissoudre l'Assemblée nationale ou le Sénat, c'est encore ouvrir un autre front en interne, alors que le pays a besoin de l'unité? Non, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut prendre des décisions très courageuses. Mais bien entendu, les fronts internes sont déjà immenses. Donc, penser que c'est seulement l'Assemblée qui va créer des problèmes, ça serait également de ne pas faire un bon diagnostic. Déjà, dans la communication du secrétaire général de l'IDPS, lui-même, il a confirmé qu'il reconnaît que l'IDPS a rendu mauvais service au président de la République. Parce que des ministères régaliens, ces ministères-là appartiennent à l'IDPS. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce ministère? Et quand vous allez même suspendre, quand on arrive même à suspendre l'Assemblée nationale, c'est la majorité de l'IDPS. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, la gestion des élections au sein de ces institutions a été très mal faite. Et alors, face à tout ça, il faut que le président de la République, moi je pense qu'il y a des institutions qu'il faut dissoudre. Après ça, le chef de l'État peut faire appel à la mobilisation du général de la jeunesse. Monsieur David, je peux vous confirmer sur ces plateaux que moi je n'ai pas peur. Même l'ennemi, même les acteurs politiques traîtres, ils ont peur seulement d'une chose dans un pays. Quand la jeunesse arrive à fédérer leurs efforts autour du chef. Et ça se passe comment? C'est ce que Staline a fait. Ils étaient aux abois. Il s'est caché dans le métro. Mais quand il a vu l'avancée de l'ennemi sur Moscou, il a organisé un rassemblement à la place appelée la place rouge. Il a appelé toute la jeunesse à la mobilisation. Pas de la manière dont on l'a fait. Je vois certains ministres sont en train de circuler, en train de raconter. Non. La mobilisation sera faite. Le jeune se comporte comment? Quelles sont les mesures d'accompagnement? Quelles sont les mesures d'encadrement? Et même les acteurs politiques qui tentent trop déstabiliser le pays vont avoir peur à ça. Parce que la jeunesse, en fait, c'est ce qu'on appelle les gardiens du temple. Parce que le pays, on a déjà désacralisé les institutions, on a déjà sali la dignité, l'honneur de la République. Et il faut que on prenne le courage de dire, on trouve les intelligences au sein de la jeunesse, on trouve la voie de sortie comme Ibrahim du Burkina Faso a essayé de le faire. Traoré a essayé de le faire. On peut sauver le pays à ce niveau-là parce qu'on va proposer enfin des solutions alternatives. On sent quand même que sur les lignes de front, ça ne va pas. Il faut qu'on se le dise. Alors, ça ne va pas. Troisième piste? La troisième piste, il faut maintenant écouter, je pense, la sagesse également des leaders religieux. Je pense qu'après toutes les consultations, dans un rapport raffiné, ils sont en mesure de faire une proposition au chef de l'État. Je pense que c'est le rapport qui va bientôt arriver parce qu'ils ont rencontré, comme j'avais émis le vœu la fois passée quand je suis passé, que comme ils ont rencontré le président de la RDC, c'était mieux de rencontrer le président rwandais. Heureusement, ils sont allés même très loin. Ils ont rencontré même le président Kenya et ils ont rencontré des opposants. Enfin, le PPRD a été rencontré pour discuter. Voilà. De toutes ces discussions, on peut ici dégager ce qui va être pour moi comme la troisième proposition, le plan 3. Et dans tout ça, on n'a pas le temps à perdre parce qu'au fur et à mesure que nous continuons à nous observer à Kinshasa, il y a des familles qui sont en train de tomber de famine dans leur coin. Et il y a également des enfants qui n'ont plus quoi manger, que ce soit dans le village. Parce que c'est bien quand on voit les images des grandes villes. Il y a des villages aujourd'hui que le média n'arrive pas à pénétrer. Comment ces gens-là vivent? Comment ils survivent là-bas? Donc, il faut qu'on arrive quand même à dépasser tout ça. Et quatrièmement, je pense que le mieux aussi serait que le président de la République... Bon, je ne sais pas enfin comment les Congolais feront pour faire comprendre au chef de l'État. Je pense que ce qui lui a rendu aussi un très mauvais service, c'est sa famille politique. En commençant par l'UDPS. Il a beaucoup écouté l'UDPS, il n'a pas voulu écouter... l'intelligence congolaise. Parce qu'il y a une différence d'écouter un courant politique et écouter l'intelligence congolaise. Je pense qu'on peut condamner Kabila de tout ce qu'il a fait, mais quand on voit la manière dont il a géré certaines crises au pays, en acceptant même le 1+4, en acceptant même que, voilà, dénomination de serre, c'est parce qu'il arrivait à écouter au-delà du PPRD.
et écouter maintenant l'intelligence congolaise. L'intelligence congolaise veut à ce que le président de la République se fasse très bien entouré. Et il y a des intelligents dans ces pays. Il y a des hommes qui ont de l'expertise. Parce qu'enfin, on a l'impression qu'on a un gouvernement dont la plupart, chacun n'est pas à sa place. Voilà. Le ministre de la Défense, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Parce que de l'autre côté, on voit le ministre des Transports. Déjà que nous sommes secoués avec les transports aériens, il n'est pas concentré sur comment résoudre ces problèmes. Il est en train de tenter de jouer au même moment le rôle du ministre de Défense, au même moment le rôle du ministre des Communications. On ne sait pas ce qui se passe. Il faut qu'on arrive à mettre chacun à sa place. Oui. Et puis, la vérité aussi, parmi ces gens-là, il y a des gens qui n'ont plus rien à donner à la République. Parce que vous savez aussi, il y a, dans la gestion de matériel, il y a dans la comptabilité à ce qu'on appelle l'amortissement. Même un être humain arrive quand même à s'amortir. Tout simplement parce que toutes les idées qu'il pouvait donner, il a eu à le donner. Et à un certain âge, il n'a plus de nouvelles idées à donner. Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup d'hommes autour du chef de l'État n'ont plus rien à offrir à la République. Il faut trouver maintenant des intelligences qui sont vives, qui peuvent dire, voilà, les services aujourd'hui qui devraient être soutenus. Je veux vous révéler, il y a des grands services qui devraient être soutenus dans une situation de guerre. Le premier service, c'est le service militaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la défense. Bon, encore que, il faut savoir comment c'est géré cette histoire-là, parce que beaucoup de scandales nous viennent encore de ce côté-là. Le deuxième service, c'est le service des recherches. La Direction nationale des recherches. Parce que c'est là qu'on devrait dire, face à cette problématique, voilà la solution que nous proposons. Mais je vous informe, vous pouvez vérifier même après cette émission, la même Direction des recherches, pour le moment, n'a pas de courant dans son bureau. La même Direction des recherches a des agents qui ont un an impayé, c'est-à-dire 12 mois sans être payés. Alors, comment ce service va fonctionner? Sans courant, sans bureau fixe, sans paiement de leurs agents. Et encore qu'on doit savoir que face à tout ça, il va maintenant se poser des problèmes de toutes les batailles qui peuvent être organisées, parce qu'en réalité, le militaire, quand il se bat, la bonne question qu'il faut savoir, il se bat pourquoi? Le militaire se bat pour des raisons. La première raison, le militaire se bat pour les chefs. Et le chef aujourd'hui, c'est le commandant suprême, c'est-à-dire le président de la République. Le militaire se bat aussi pour la terre. Alors si on sent quand même que de gauche à droite, on sent que toute la bataille semble être légère, la bonne question est de savoir pourquoi les militaires ne se battent plus. D'accord. Alors, pour terminer, il y a cette situation des faciès, où par intolérance politique ou intolérance ethnique, il y a les gens qui sont condamnés. Condamnés seulement comme ça, et donc qui sont même lapidés par rapport à leur faciès. Alors vous, qui venez du Nord Kivu, et puis vous êtes un membre influent de la société civile, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour que la paix règne entre communautés? Alors, je vais aussi, j'ai oublié de dire, mais je devrais aussi commencer par là. Je pense que les réseaux sociaux ont relayé aussi beaucoup de mauvaises informations sur les traitements de Swahiliphone à Kinshasa. Je vis que c'est parti dans tous les sens. Je peux quand même confirmer à nos téléspectateurs qui nous suivent dans les différentes provinces qu'il y a eu beaucoup d'exagération dans les traitements de cette information, parce que moi, ma connaissance, je n'ai pas vécu cette situation-là. Donc, il y a eu beaucoup de mensonges. Et surtout qu'à Kinshasa, je pense que c'est souvent dans les provinces où on parle communauté. Mais à Kinshasa, quand vous vivez avec le peuple, les gens n'ont pas besoin de tout ça. Les gens ont besoin de manger, ont besoin de voilà, de savoir comment ça va se passer le soir. Les restes là, ça les préoccupe moins. Donc, évitons quand même de relayer ces mauvaises informations qui ne contribuent pas à la cohésion nationale. Donc, à Kinshasa, je peux quand même confirmer que ce n'est pas une monnaie courante. Ce n'est pas une monnaie courante. À Kinshasa, il n'y en a pas. Oui. À Kinshasa, c'est la paix. Merci beaucoup, Monsieur Ishara, surtout de votre passage et aussi de la disponibilité lorsqu'on vous appelle, la promptitude avec laquelle vous répondez. Merci beaucoup. Voilà, on va terminer par la culture en Bongo Bob, tout de suite.
Parce que nous vous aimons, nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. Les infos,